L'info sur Al24 News. Nous sommes le mercredi 16 novembre, à la une de ce journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou. Une avancée notable sur le plan institutionnel au Soudan, un accord cadre entre militaires et civils en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement est annoncé ce soir. Et à contrario, le torchon brûle entre la France et l'Iran à la suite d'une nouvelle brouille diplomatique qui risque de compliquer les relations entre les deux pays. Le point dans cette édition. Enfin football avec le coup d'envoi dans un peu plus d'une heure de la rencontre amicale opposant l'Algérie au Mali à Oran. Madame, Monsieur, bonsoir et nous entamons cette édition avec la visite du président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou en Algérie, qui se poursuit. Il a été reçu cet après-midi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en présence du chef de la diplomatie étrangère Ramtan Lamamra et du directeur du cabinet du président Abdelaziz Khellaf. Je viens d'être reçu par le président de la République. Notre rencontre a porté essentiellement sur la mission dont j'ai été en charge de la part du secrétaire général de l'ONU concernant l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et du développement pour tous les pays du Sahel dans sa dimension géographique qui englobe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, mais aussi les pays limitrophes menacés par les groupes terroristes et le banditisme. Mahamadou Issoufou, qui n'a pas manqué de souligner le rôle géopolitique axial de l'Algérie, on l'écoute à nouveau. L'Algérie est un pays axial dans la région, c'est pour cette raison que je suis venu demander au président M. Abdelmadjid Tebboune de me soutenir dans cette mission dont j'ai été chargé. Je remercie le président pour ses conseils pour mener à bien cette mission. Et peu après cette rencontre, Mahamadou Issoufou a été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arqab. Les deux hommes se sont entretenus sur la mission de sécurité et de développement confiée par le secrétaire général des Nations en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. À cette occasion, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a donné un aperçu général de la politique énergétique et minière en Algérie, ainsi que les perspectives de développement du secteur à travers les grands projets structurants en cours dans l'amont pétrolier et gazier, le secteur minier et les énergies nouvelles, les renouvelables, en l'occurrence le projet transsaharien Gas Pipeline TSGP, projet Kafra au Niger, ainsi que les projets de Sonatrach, de Naftal et de Sonalgaz au Mali et en Mauritanie. Enfin, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a à son tour reçu le vice-premier ministre Mahamadou Issoufou dans une rencontre qui s'est tenue hier justement au siège du ministère des Affaires étrangères. L'actualité au Sahel, toujours avec la Côte d'Ivoire qui a annoncé ce mercredi qu'elle s'achemine vers le retrait progressif de ses troupes militaires au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023. Une mesure qui intervient sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays depuis plusieurs mois. Une lettre de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU indiquait, je cite, « Par ordre du gouvernement de Côte d'Ivoire, la mission permanente confirme le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoirienne déployés au sein de la MINUSMA. » Fin de citation. Dans le dossier libyen, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé que les Libyens sont souverains et capables de trouver une solution à la crise à travers la crise que traverse le pays, soulignant que cette solution émanera des élections.
Batili a soutenu que la Libye a besoin de paix, de développement, de sécurité des frontières, de solidarité et de fraternité entre ces régions et civils. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux institutions et au gouvernement temporaire. Des nouvelles également chez le voisin soudanais où militaires et civils semblent tomber enfin d'accord sur une nouvelle configuration politique dans le cadre d'un accord-cadre annoncé ce mercredi. Selon la coalition des forces de la liberté et du changement, les deux partis se seraient en effet mis d'accord pour la constitution prochaine d'un gouvernement composé de civils à 100%. De son côté, le chef du Conseil central Liberté et Changement, Al-Wathiq Al-Barir, a déclaré lors d'une conférence de presse que cet accord-cadre sera suivi d'une deuxième phase de pourparlers portant sur 4 dossiers, la justice transitionnelle, le démantèlement du régime de l'ancien président Omar al-Bashir, la réforme du secteur de la sécurité et l'accord de paix de Juba. L'actualité également en Cisjordanie au Proche-Orient où les forces de l'occupation sioniste ont arrêté 7 citoyens palestiniens dans la ville d'El-Khalil. Selon des sources locales palestiniennes et à la suite d'une descente dans la ville et les maisons des citoyens, à noter qu'à Naplouse, les forces de l'occupation ont également arrêté 2 citoyens après avoir perquisitionné et fouillé les maisons des Palestiniens. Ouvrons à présent le dossier du G20 avec l'Afrique en toile de fond et sa place au sein du concert des nations au moment où Cyril Ramaphosa et Macky Sall plaident pour une place de l'Union africaine au sein du G20. Les dirigeants de cette institution déclarent que sa place est aujourd'hui inéluctable. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Longtemps négligé, relégué au rôle de continent sans rapport de force, le continent africain enregistre d'importantes percées diplomatiques au niveau des instances internationales et au centre de pouvoirs mondiaux. Le G20 qui s'est clôturé aujourd'hui même à Bali n'est pas en reste. Et pour cause, l'adhésion de l'Afrique à l'organisation sera sur la table des discussions pour son programme de 2023. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à prendre part de façon permanente aux travaux du forum du G20. D'ailleurs, Pretoria soutient depuis de longues années cette adhésion groupée du continent africain. Si les grandes puissances ont miroité durant longtemps à l'Afrique l'étude de son dossier, comme ce fut le cas en 2011 à Addis Abeba, Nicolas Sarkozy, président en exercice, avait alors promis de faire de l'Afrique sa priorité lors de sa présidence du G8 et du G20. Le sommet de 2022 de Bali accorde de l'importance à l'adhésion de l'Afrique, une adhésion portée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, aux côtés du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, qui interpelle les puissances notamment sur cette question à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux côtés de la Chine, la France affiche un soutien sans faille à cette candidature. Peut-on y voir une nouvelle stratégie pour tenter d'adoucir les relations de l'Hexagone avec le continent, de plus en plus sensible ? Et au moment où se clôturait le sommet du G20 à Bali, en Indonésie, la chute d'un missile en Pologne soulève de multiples interrogations sur l'origine de l'obus. Même si plusieurs sons de cloche retentissent de part et d'autre, les membres du G7 et de l'OTAN se sont réunis en urgence en marge de ce sommet. Ils appellent pour le moment à la retenue. Souhila Kilal. Depuis l'Indonésie, où ils se trouvent pour participer aux travaux du G20, les responsables américains, français et britanniques notamment ont très tôt ce matin consulté leurs homologues polonais et ukrainiens dans une série d'appels téléphoniques. Après une réunion d'urgence, les chefs d'État et de gouvernement du G7 et de l'OTAN ont apporté leur plein soutien à la Pologne dans un communiqué. Sans pour autant nommer ou accuser de responsables, ils ont décidé de rester en contact étroit pour déterminer les prochaines étapes en fonction de l'enquête. Alors que la Pologne, membre de l'OTAN, a évoqué un missile de fabrication russe et que Kiev a mis en cause Moscou, le président américain Joe Biden a lui indiqué qu'il était improbable que l'engin ait été tiré depuis la Russie.
Le président français Emmanuel Macron a également fait preuve de retenue. Il a estimé que compte tenu des enjeux, il est logique d'aborder la question avec la plus grande prudence, soulignant au passage que beaucoup de pays disposent du même type d'armement dans la région. De son côté, le président turc Tayyip Recep Erdogan, dont le pays est membre de l'OTAN, a dit respecter les démentis russes, tout en insistant sur le fait qu'il ne serait pas correct de prendre des décisions hâtives. Cette crise est venue secouer le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux où les membres du G20 cherchaient à surmonter leur division face à la crise ukrainienne, qui a conduit à une flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. À noter que la Russie a de son côté salué la retenue américaine dans ce dossier. Moscou a assuré ne rien avoir avec cet incident qui a suscité une flambée de tensions. Il faut noter la réaction pleine de retenue et plus professionnelle de la partie américaine, a déclaré à la presse le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. Toutefois, le Kremlin a décidé cet après-midi de convoquer l'ambassadeur polonais à Moscou. Conflit en Ukraine, toujours avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui estime qu'Ankara est convaincu que l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes sera reconduit sans problème pour un prolongement d'une année. La Turquie avait pour rappel parrainé avec les Nations Unies les accords entre Ukrainiens et Russes autour de l'exportation du blé ukrainien, bloqué des mois durant au niveau des ports ukrainiens. Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Nos négociations sont en cours et je suis convaincu que cela va continuer. Il n'y a pas de problème. Dès notre retour, nous poursuivrons les pourparlers avec Poutine. Başta Sayın Putin olmak üzere. Diplomatie toujours, Paris et Téhéran se renvoient la balle alors que la République islamique iranienne a procédé aujourd'hui à l'arrestation de 7 Français accusés d'être agents de renseignement. Paris fustige les arrestations et qualifie ces dernières de chantage. Safwan Ben Sabri encore. Le torchon brûle entre Paris et Téhéran. Sur fond de manifestations populaires en Iran, la France aurait, selon le gouvernement iranien, une implication dans les événements que traverse la République islamique. 7 ressortissants français sont actuellement détenus en Iran, accusés par les autorités iraniennes d'être des agents au service du renseignement de l'État français. Ces derniers auraient pris part aux manifestations, motif de leur arrestation. Ahmad Vaidi, ministre iranien de l'Intérieur, a déclaré que des personnes d'autres nationalités ont été arrêtées pendant les émeutes, dont certaines ont joué un rôle important. Il y a des éléments des services français de renseignement qui seront traités conformément à la loi. Autour de Paris de répondre, niant en bloc toute présence d'agents d'intelligence français lors des manifestations iraniennes. À l'occasion du G20, Emmanuel Macron a déclaré constater une agressivité croissante de l'Iran envers la France. Paris va même jusqu'à évoquer des otages d'État en allusion aux Français détenus en Iran. Dans un communiqué publié sur le site de la diplomatie française, le Quai d'Orsay avertit tout ressortissant français se trouvant en Iran des risques de détention arbitraire, les invitant à quitter le pays. Alors que Téhéran accuse Paris d'ingérence dans ses affaires internes, la réception par le président français de 4 dissidentes iraniennes à l'Elysée n'arrange rien aux relations entre les deux États, laissant entrevoir une crise diplomatique entre les deux capitales. Direction les États-Unis avec un revenant qui met déjà le feu aux poudres en prévision de la prochaine course à la Maison-Blanche. L'ancien président républicain Donald Trump a en effet annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, et ce a-t-il déclaré devant ses militants lors d'un rassemblement en Floride, afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Enfin, du football avec l'Algérie qui affronte le Mali en amical dans un peu plus d'une heure, nous le disions en titre, au stade olympique d'Oran. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la préparation pour les phases finales de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue l'été prochain en Côte d'Ivoire. Les Verts tenteront de rester sur une dynamique positive après avoir aligné une belle série de victoires, et ce avant d'affronter la Suède à Malmö le 19 novembre prochain.
Allez les Verts donc, et c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News.